Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Le Cheval des métiers, présentée par Equiresources, service emploi-orientation de l'IFCE et réalisé par Eclat Agency. C'est déjà la 2e saison de notre podcast et notre objectif reste inchangé, la découverte des métiers en lien avec le cheval et l'échange avec des professionnels passionnants et passionnés. La nouveauté ? La Normandie, terre d'excellence du cheval, est mise à l'honneur. Partez à la rencontre des professionnels qui œuvrent pour cette région dynamique, qui recrutent sur des métiers très diversifiés avec le cheval des métiers. Et faites d'Equiresources votre référent, avec plus de 3500 offres à pourvoir et des conseillers à votre disposition. Equiresources vous accompagne dans votre orientation et votre insertion professionnelle. On laisse la parole à nos professionnels, les meilleurs ambassadeurs et ambassadrices de notre filière. Bonne écoute à vous. Bonjour Charlène. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi un dimanche matin aussitôt. Avec plaisir. Pour répondre aux questions d'Equiresources pour le podcast Le Cheval des métiers. L'ambition de ce podcast, c'est de présenter justement des métiers des sports équestres de la filière équine. Et donc aujourd'hui, on t'invite en tant que chargé de communication, notamment. Alors aujourd'hui pour le GFE, Groupe France Élevage. L'idée, c'est évidemment de revenir sur ton parcours, ta formation, comment tu en es arrivé là, etc. Donc, j'aimerais bien justement que tu nous racontes un peu avec tes mots ton parcours jusqu'à présent. Alors moi, mon parcours, il est, je pense, pas très très classique pour la plupart des chargés de communication d'aujourd'hui. En fait, pour tout reprendre depuis le début, moi, je voulais être vétérinaire. C'était depuis toute petite mon objectif et jamais j'avais même imaginé faire autre chose. Je suis pas issue du tout d'une famille qui est dans les chevaux. Donc toute petite, en fait, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur, je m'en souviens encore et c'est quand même assez drôle parce que je repensais à ça d'ailleurs dernièrement. Je devais avoir à peine 4 ans et puis en faisant un tour en voiture, on est passé près d'un poney club, mes parents se sont arrêtés, voilà, puis j'avais absolument envie d'essayer. Le club était fermé, c'était l'été, c'était les vacances scolaires. Puis j'ai réclamé à m'inscrire au mois de septembre pour commencer des cours, voilà. Et puis ma mère a toujours raconté qu'elle pensait que ça allait pas du tout me plaire parce que j'étais un peu précieuse, j'aimais pas les choses qui sentaient mauvais, enfin voilà, donc elle s'est dit les chevaux, laisse tomber. Elle va nous emmener une fois et ce sera terminé. Et puis en fait, j'ai accroché tout de suite. Parce que je n'ai plus jamais arrêté. Alors, j'ai eu quand même un peu des creux dans ma carrière, si je peux dire. C'est un très 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 grand mot de cavalière. Parce que mes parents pouvaient pas toujours payer les cours. Donc j'ai arrêté, j'ai recommencé. J'étais vraiment comme tout le monde. Mais j'ai jamais lâché. J'ai eu des voisins. Enfin bref, j'ai toujours réussi à continuer à faire un peu du cheval à un tout petit niveau. Et puis voilà, donc j'étais très bonne à l'école au début. Donc j'ai eu mon brevet, je suis allée au lycée. Et là j'ai dit bah oui, je veux faire S puisque je veux faire vétérinaire. J'aimais pas du tout les maths. J'aimais les langues. J'aimais surtout le français, j'adorais l'orthographe, la grammaire, enfin bref, j'étais très très français, pas du tout sciences. Et du coup, j'ai vite compris que pour entrer en classe préparatoire scientifique avec mon dossier, ce serait pas très possible. Donc j'ai quand même eu mon bac S comme ça du premier coup, avec le français et la philo, c'est un peu fait rire mes profs. Et puis là, j'ai réalisé en fait que j'étais pas du tout prête pour rentrer en classe préparatoire vétérinaire puisque j'étais pas bonne en sciences, tout simplement. Donc en fait, j'ai changé de biais, mais toujours en pensant à être vétérinaire. Et je suis partie faire un BTS agricole, en production animale, puisqu'il y avait encore donc une 3e porte d'entrée qui était celle-là. Donc je suis arrivée en BTS production animale complètement décalée, en fait, parce qu'il y a plein de gens qui suivaient cette filière vraiment dans un objectif agricole. Et puis moi, pas du tout. J'avais jamais vu ça. Enfin, j'avais été un peu... Voilà, j'avais des voisins à l'époque chez qui je passais beaucoup de temps, qui étaient agriculteurs, certes, mais enfin, bon, c'était un métier et un milieu que je connaissais pas du tout. Donc j'ai eu mon BTS et puis assez rapidement, en fait, je me suis dit non, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je savais plus quoi faire. En fait, je me voyais pas rentrer en école vétérinaire parce que je savais que je n'en serais pas capable. Et là, j'étais un peu perdue. Et puis voilà. Et du coup, j'ai trouvé la licence commercialisation des produits de la filière équine qui existe encore, je crois, à Saumur. Et je me suis dit, ok, je vais faire ça. Et peut-être je vais trouver un bon stage. Peut-être je vais trouver des trucs qui vont me plaire. Et puis ça va me rapprocher du milieu du cheval, en fait, qui me plaît vraiment et qui m'avait pas trop quittée. Et je suis partie faire cette licence avec pas trop d'ambition, à part vraiment celle de trouver des stages qui allaient essayer de m'orienter, où c'était vraiment mon objectif. Et puis en licence, j'ai fait un stage de 5 jours au Salon du Cheval de Paris qui était très sympa.
Et puis je suis partie en stage au pôle européen du cheval, qui s'appelait seulement le Bull Ridge Jump encore à l'époque, chez Philippe Rossi. Alors on était une toute petite équipe, on était 2. Puis Philippe m'avait dit bon bah voilà, moi je prends des stagiaires, mais j'ai pas de place après pour t'embaucher, mais par contre voilà, si tu veux. Et puis les choses sont passées un peu différemment. Finalement, la fille qui devait rester n'est pas restée. Et puis il m'a proposé à la suite de mon stage de m'embaucher. Et ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire que moi, je faisais un truc qui me plaisait vraiment. Je savais pas trop non plus ce que je voulais faire après. C'était pas très clair dans ma tête. Et puis là, c'était à fond. Alors c'était vraiment une super expérience humaine parce que j'ai rencontré plein de gens, j'ai fait plein de rencontres. J'étais à 200% aussi, mais dans un truc qui me plaisait. Donc effectivement, voilà, c'était les week-ends de concours, se lever vraiment très tôt pour ouvrir le secrétariat avant, finir tard parce qu'on n'avait pas d'horaire. On était 2, il y avait 17 concours par an, c'était beaucoup moins que maintenant, mais c'était déjà pas mal. Voilà, fallait faire un peu tout, préparer les box, après se dépêcher, aller préparer les lots pour les épreuves. Voilà, c'était un petit peu plus artisanal. Maintenant, ils sont plus structurés et plus professionnels. C'était un peu vraiment, je pense, l'entre-deux, un peu le milieu. Et puis voilà, et puis j'ai vraiment rencontré plein de monde, et ça c'était très chouette. Et puis après j'ai rencontré mon conjoint qui lui n'a rien à voir avec les chevaux, mais pas du tout, et qui habitait en Normandie. C'était pas professionnellement pour lui très possible de bouger. Et puis moi je sentais aussi que Le Mans, ça allait être compliqué sur le long terme, parce qu'en fait c'était... Je tournais en rond et ça faisait que de grossir, et je me suis dit ok, moi au fil du temps, si un jour, on voyait ça encore à très long terme, j'en étais encore très loin, mais si un jour ma vie personnelle effectivement évolue, c'est compliqué, et je voyais pas trop d'évolution, j'avais l'impression de tourner un peu en rond, et même si c'était super chouette, voilà, et donc je me suis dit je vais essayer de trouver en Normandie un autre job en Normandie. Je savais pas vraiment quoi au début, pour me rapprocher de lui, et puis pour ouvrir une nouvelle page. Puis par l'intermédiaire de connaissances, j'ai quelqu'un qui m'a dit si tu veux, je vais en parler à Pénélope. Voilà, bon, puis c'est passé comme ça. Et puis un jour, il me dit est-ce que Pénélope peut t'appeler, parce qu'en fait elle cherche quelqu'un pour faire son secrétariat. Donc en fait Pénélope m'a appelée. Et là, à l'époque, en fait, elle avait quelqu'un dans l'entreprise de son père qui s'occupait de faire ses engagements en concours, ses demandes de participation. Cette personne-là partait, et elle savait pas trop comment elle allait faire ça, puisqu'en fait, elle s'est dit, si je demande à d'autres gens de son entreprise, ils connaissent pas les chevaux, donc ils vont galérer. Enfin, ça va être compliqué. Et donc, elle m'a proposé le poste. Ça s'est fait assez vite, en fait. Donc, on a organisé pour que tout se passe bien entre les bouleries chez elle. Il y avait pas d'urgence de son côté, donc voilà, ça s'est fait assez bien et assez vite. Et là, je suis arrivée chez Pénélope. Alors au début, le matin, je curais les box, je filais un coup de main aux écuries, puis après, je rentrais chez moi. Et l'après-midi, je faisais ces engagements, ces demandes de participation, plein de petits trucs administratifs dont elle avait besoin pour elle, pour ses chevaux, des commandes, des trucs comme ça. Puis à l'époque, il y avait 10-12 chevaux, peut-être jusqu'à 15 chevaux dans ces écuries. Puis au fur et à mesure, elle a grossi, elle a changé de système, elle a beaucoup évolué. Et donc ma part administrative du travail aussi a beaucoup augmenté. Donc je suis restée d'abord sur place. J'avais un petit bureau un peu voilà. Bon. Mais j'avais un petit bureau sur place qui après s'est amélioré. Enfin tout ça a pris de l'ampleur au fur et à mesure. Et puis assez vite, je me suis occupée de ses réseaux sociaux, de ses partenariats, des relations un peu avec ses partenaires. Alors je dis ça vraiment sans prétention. C'était très simple, mais encore une fois, tout s'est fait naturellement et facilement, en faire de plus en plus. Et puis ça devenait indispensable, ou presque, d'avoir quelqu'un à temps plein pour gérer tout ça, parce que ça commençait à faire beaucoup de choses. Donc voilà, et ça a duré donc en évoluant, mais 8 ans quand même. Donc ça a été une grande expérience et une belle expérience. Et puis au bout de 8 ans, je crois qu'on arrivait un peu à la fin d'une histoire, à la fois professionnelle, puisque moi j'avais un peu envie de faire plus de choses qui me plaisaient, et j'avais un peu plus conscience que j'aimais bien faire de la communication, j'aimais bien faire ces réseaux, même si c'était pas la priorité, parce qu'il y avait plein d'autres priorités. Et évidemment que la logistique autour d'elle et ses engagements étaient plus importantes que le Facebook, et de faire de la communication, et un peu moins de faire la partie administrative, la partie facturation qui me plaisait pas, et c'était moins mon truc. Voilà. Et puis la fin aussi, je crois, d'une aventure d'une histoire un peu humaine avec Pénélope, où je crois qu'on était un peu à bout de tout ça, un peu comme une histoire qui se termine. Et donc voilà, j'en ai discuté avec elle, et j'ai pris la décision de partir. Simplement, j'avais pas d'autre plan. Voilà, je voulais faire les choses comme ça.
Et puis je me suis dit, je vais partir et je vais réfléchir à ce que je vais faire. Et puis donc voilà, donc je suis partie de chez Pénélope. Et là, en fait, ça, assez rapidement encore, enfin dans les mois qu'on suivit, j'ai eu une discussion à l'occasion du Salon des étalons à Saint-Lô, où j'étais allée me promener avec Arnaud Evin et Brice Helvézy, qui s'occupent du GFE, qui savaient que j'étais partie évidemment, puisqu'ils avaient Excalibur chez Pénélope et que donc on se connaissait déjà un petit peu, qui m'ont demandé ce que je faisais. Et puis voilà, les choses se sont faites comme ça. J'ai eu, et ça peut peut-être intéresser des gens, mais donc j'avais fait une rupture conventionnelle, donc j'étais au chômage, et donc j'ai pu refaire une formation en fait avec une promesse d'embauche en partenariat avec Pôle emploi sur les logiciels de PAO, qui était très important pour le GFE, pour les missions à venir. Donc ça m'a permis, ces logiciels-là que j'avais déjà manipulés un petit peu, mais de quand même me reformer et les réutiliser, puisque j'avais pas l'occasion de m'en servir au quotidien. Donc après on est vite, on sait plus. Donc de me reformer un petit peu plus là-dessus. Et j'ai fait cette formation-là qui a duré pas très très longtemps, mais quelques semaines. Et puis après je suis arrivée au GFE, et voilà où je suis depuis pas si longtemps, mais l'été dernier à peu près. D'accord. Il n'y a pas eu vraiment du coup de déclic, ça a été assez naturel. Aujourd'hui, comment est-ce que tu perçois le métier de chargé de communication, de community manager maintenant, comme on peut appeler ça? Est-ce que tu penses que c'est un métier qui recrute? Est-ce que tu penses qu'il y a de la place, notamment dans la filière équine aujourd'hui, pour ces postes-là? Alors, je pense que la filière équine reste quand même une filière où il y a beaucoup de postes, effectivement, mais plus cheval, et que ça reste quand même des postes où, effectivement, il y a des places, et effectivement, on recrute, et je pense que ce sera de plus en plus le cas, mais où il n'y a pas non plus énormément d'offres. Par contre, je pense vraiment que la filière a pris conscience ces dernières années de l'importance de la communication, et que c'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'avant, déjà on le voit, il y a beaucoup de structures qui se professionnalisent. Les étalonniers, c'est là où je travaille aujourd'hui. Avant, il y avait plein de petits éleveurs qui avaient un peu leurs étalons. Aujourd'hui, c'est de plus en plus de grosses structures, ou de gens en tout cas qui se regroupent, ou de structures un peu grosses comme des haras qui distribuent de la semence d'étalons. Tout se structure un petit peu, et effectivement, ça leur permet d'avoir des moyens financiers pour en tout cas soit embaucher, soit avoir recours à des agences de communication, soit pareil dans les concours hippiques, de plus en plus de grosses structures. Ça devient difficile pour les petits organisateurs maintenant d'organiser un seul concours, de trouver des sponsors. Donc je crois que le fait qu'il y ait déjà beaucoup plus de grosses organisations permet d'avoir un petit peu plus de moyens, et donc d'avoir recours soit à des communicants qu'on embauche, soit à des agences. Et vraiment, ouais, je crois que la différence, c'est cette prise de conscience. On le voit, il y a des gros médias maintenant. Donc voilà, je crois qu'il y a cette prise de conscience qui est importante, et qu'on le voit aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses qui existent. Il y a des podcasts, et vous êtes là aujourd'hui, c'est une preuve aussi. Mais voilà, il y a de plus en plus de choses, il y a de plus en plus de réflexions, et je crois qu'on va de plus en plus tendre vers ça, et qu'effectivement, c'est quand même un métier en cours d'évolution où on peut regarder à long terme. On va parler un peu maintenant de ton métier actuel au GFE. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu quelle est une journée classique au GFE? Quelles sont tes missions? Quel est ton rôle? Et donc, qu'est-ce que tu apportes, toi, avec ton expérience au GFE aujourd'hui? Alors une journée classique, c'est un peu compliqué, parce que contrairement à un groom qui sait que dans sa journée, en fonction bien sûr des concours, il y a des moments clés. Moi effectivement, j'arrive au bureau à 9h, j'ouvre mon ordinateur, et puis après ça dépend de ce qu'il y a à faire. Mais moi, mes missions, c'est pas mal quand même de création de visuels. Ça veut dire d'abord des visuels pour le print. Donc il y a 2 gros catalogues annuels, un catalogue Prestige qui s'appelle Prestige, qui est assez gros parce qu'il fait 160 pages, donc ça prend quand même pas mal de temps de le créer. Donc je fais pas à la fois le contenu écrit, forcément on m'en apporte, on m'en donne, mais il y a des fiches sur les étalons. Faut réfléchir à la mise en page, à ce qu'on va structurer, et bien évidemment c'est moi qui réalise le catalogue, mais j'ai Brice Helvézy et Arnaud Evin qui savent eux de ce dont ils veulent parler, et puis après on peut toujours échanger. Il y a un catalogue international aussi qui est du coup beaucoup plus petit, mais bon, qu'il faut créer aussi. Il peut y avoir, il y a régulièrement évidemment des pubs un peu dans les journaux ou dans les magazines pour parler des étalons, ou pour parler d'offres, ou pour communiquer tout simplement autour du GFE, donc qui sont à réaliser.
Il y a des petits visuels pour le web, pour les réseaux sociaux, pour présenter les étalons, pour une offre particulière, ou là on a fait un petit jeu concours ou une offre de début de saison. Faut un petit peu la structurer, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va dire, comment, qu'est-ce qu'on va poster, comment on va informer les gens. Voilà, essayer de faire un peu tout ça. Il y a rédiger des newsletters, il y a le site web, même si c'est pas moi qui m'occupe le plus de sa mise à jour, parce que je suis déjà pas mal occupée avec d'autres choses. Voilà, j'en ai sans doute oublié, mais au final ça fait déjà pas mal de choses, les communiqués de presse, les newsletters, tous ces visuels, et puis bien sûr quand même l'animation des réseaux sociaux qui prend pas mal de temps puisqu'on poste quand même beaucoup au GFE. Il y a des périodes un peu creuses, mais dès que la saison reprend, il y a les concours, il y a les poulains qui naissent, il y a beaucoup d'étalons au GFE, donc on reçoit beaucoup de photos de poulains qu'on essaye d'échanger pour que les gens se rendent compte, pour que les gens voient, on fait des albums, donc c'est vrai que ça prend pas mal de temps. Quand le contenu arrive comme ça facilement, ça va. Après parfois il faut aussi aller le chercher, et ça aussi ça prend du temps d'aller chercher du contenu, de se dire qu'est-ce qui peut intéresser les gens, qu'est-ce qu'on peut poster. Des fois on poste, on se dit ah ça c'est sympa, puis ça prend pas, et du coup on se dit ok bon mince, tant pis, je me suis plantée, c'est pas ça qui plaît aux gens. On peut créer des petits clips vidéo aussi pour présenter les étalons. Là j'ai fait un petit clip qui montre l'évolution d'un étalon du GFE quand il avait 5-6 ans, et puis quand il avait 8-9 ans, pour voir comment ils ont évolué. Voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça qui au final occupent bien les journées. Et voilà, alors je suis pas complètement toute seule. Il y a bien sûr donc le Brice qui est le directeur, qui sait en général ce qu'il veut dire, sur ce sur quoi il veut communiquer. Et voilà, après on échange, et c'est à moi d'apporter des idées aussi, mais il y a ça. J'ai une collègue qui s'occupe elle pas mal de toute la petite mise à jour du site web tout le temps, donc si on veut changer des photos, là j'en ai sélectionné par exemple, c'est sans doute elle qui va les changer, de vérifier les fiches, de regarder si tout est toujours à jour, et ça c'est un travail de fourmi, et pour essayer que le site soit toujours à jour, et encore une fois comme il y a beaucoup de chevaux, ça prend pas mal de temps. Et puis là, on a quelqu'un aussi qui arrive en septembre, qui est en alternance, qui fait un master en communication et en marketing. Comme quoi, voilà, il y a vraiment toujours de la place. Et ça, et qui qui m'aide un peu sur pas mal de missions, qui a eu des petites missions propres un peu au début, de caractériser nos clients aussi. Et puis là, qui s'occupe aussi un petit peu de l'international, puisque il faut aussi communiquer à l'international, et on essaye de le faire un petit peu différemment. Voilà. C'est déjà très très complet. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont d'après toi les avantages et les inconvénients de ton métier, et toi qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu peux moins aimer dans ce que tu fais aujourd'hui? C'est une question difficile. Je ne sais pas si je suis vraiment capable d'y répondre. Les inconvénients aujourd'hui, je crois que c'est surtout que en fait, on est tous hyper connectés tout le temps, et je le suis, et j'ai déjà tendance à penser que je le suis trop. J'ai une vie de famille, j'ai une petite fille, et j'ai l'impression de passer mon temps sur mon téléphone. Et je crois que c'est encore pire avec ce métier-là, parce qu'en fait, je passe mon temps, effectivement, tout le temps, à regarder, tiens, qu'est-ce que je vois? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui pourrait être intéressant pour nous? Est-ce qu'il n'y a pas... Hop, des fois, je me rends compte, je prends mon téléphone, je regarde, je tape le nom d'un étalon, je vois si je trouve pas un truc, tout le temps, où je regarde un peu ce que font les autres. Tiens, comment eux communiquent, qu'est-ce qu'ils ont fait, ça c'est sympa, je fais un screenshot, tiens, ça me fait c'est un type de visuel que j'aime bien. Pas que dans les chevaux, évidemment, mais tout le temps. Et donc, je crois que je suis encore plus hyper connectée qu'avant, et que je ne vois pas comment je peux arranger ça. Je sais pas si c'est un gros inconvénient, mais en tout cas, voilà ce que je peux dire. Et puis les avantages, je crois que c'est une question de personnalité. Quand on aime les gens, et quand on aime communiquer, quand on aime échanger, quand on aime tout ça, je crois que c'est un métier qui est super. Alors après, voilà, c'est comme tout. Il y a sans doute, oui, des avantages, des inconvénients, des journées sympas, des trucs qu'on aime bien faire, des trucs qui nous plaisent un peu moins. Un jour où tout va bien, et puis un jour où ça se passe pas comme on veut faire un visuel, et on est à la bourre, et c'est l'urgence, et il faut qu'il soit prêt pour telle date, et on n'a pas d'idée, et ce qu'on fait c'est moche, et ça nous énerve. Après, voilà, c'est comme dans tous les métiers, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des bons moments, il y a des moments un peu plus pénibles, mais globalement, moi je crois que c'est quelque chose qui me correspond, et je crois qu'il faut surtout que ça corresponde à sa personnalité. Quelles sont d'après toi les qualités nécessaires pour faire ce métier, et quels conseils est-ce que tu pourrais donner aux jeunes qui voudraient se lancer là-dedans?
Je crois que voilà, ça va un peu avec ce que j'ai dit déjà. Et effectivement, je crois qu'il faut avoir un peu envie de tout ça, aimer communiquer, aimer écrire, aimer un peu ça. Alors, je crois que c'est assez important. Je crois que par contre, deux choses qu'il faut noter, c'est que j'ai le sentiment, alors peut-être que je me trompe parce que j'ai travaillé que dans cette filière, que la filière cheval reste un peu particulière. Déjà parce qu'elle est un peu empreinte de ruralité, hein, c'est les chevaux, et donc elle a cette valeur du travail qui est très importante. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Enfin, en tout cas, il faut être prêt à ça. C'est-à-dire qu'il faut être très passionné et être prêt à s'investir beaucoup. Et que l'investissement dans le milieu du cheval passe par le temps de travail, par l'importance qu'on y accorde. J'ai le sentiment, en tout cas moi, pour côtoyer des gens évidemment qui sont pas que dans les chevaux, parce que c'est vrai que comme moi, mon conjoint est complètement extérieur, on a aussi plein d'amis qui sont pas du tout cheval et ils hallucinent tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, mais attends, mais comment les gens travaillent? Alors en particulier, bien sûr, et c'est absolument pas comparable, les grooms, les cavaliers qui sont là tout le temps au quotidien. Mais je crois que c'est le fait que les chevaux aient besoin effectivement qu'on s'occupe d'eux 7 jours sur 7 et qu'on soit auprès d'eux 24 heures sur 24, et que ce milieu-là fait que effectivement, si on travaille dans les chevaux, en tout cas moi, c'est mon ressenti. Même si on n'est pas auprès d'eux complètement, si jamais si jamais le soir on regarde sa montre parce qu'on veut partir à telle heure, ou que oui mais c'est le week-end, on a envie d'être tranquille, c'est pas très possible. C'est malheureusement, peut-être, je sais pas super compatible avec la filière. Donc je crois qu'il faut être prêt à être très passionné et à s'investir vraiment et être vraiment avoir conscience de l'investissement important que ça demande. Et ça, j'ai vraiment le sentiment, mais peut-être vraiment que je me trompe, que c'est assez propre à cette filière-là qui demande un investissement assez particulier. Et puis après, moi, par mon expérience qui fait que j'ai pas une vraie formation donc spécifique là-dedans, je crois surtout qu'il faut ne jamais se dire je ne sais pas faire. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que ça a été tout au long de ce que j'ai fait un peu mon fil conducteur tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, si je savais pas faire un truc, je sais pas, je cherchais ou je trouvais un biais ou j'essayais. Alors peut-être qu'aujourd'hui j'ai un peu moins de temps libre parce que ma vie perso est un peu plus établie et que j'ai moins de temps libre pour le week-end me dire tiens je cherche des tutos, j'essaye de faire des trucs ou j'essaye et peut-être que c'est un peu moins facile pour moi aujourd'hui, mais en tout cas tout le temps, voilà, si j'avais pas, j'en sais rien. Pour n'importe quoi, le numéro-cire d'un cheval, on trouve toujours une solution. Aujourd'hui, si j'ai envie d'essayer de créer un truc comme ça, mais que je sais pas faire, je vais essayer de chercher. Et je crois que c'est vraiment ça. Je crois que c'est vraiment le conseil que j'ai à donner. Toujours se dire, ok, j'essaye, je trouve une solution, j'essaye autrement. Je regarde, je me renseigne, je demande autour de moi. Et je crois qu'on arrive toujours à trouver des solutions et à finir par réussir à faire ce qu'on veut. Alors, pas forcément aussi bien qu'on le voudrait, mais au fur et à mesure, on progresse et on avance. Et je crois que c'est ça l'important surtout. Pour terminer, Charlène, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont tes projections personnelles futures dans ce métier-là? De quoi est-ce que tu as envie pour la suite? Moi, c'est un métier vraiment en tant que tel que je fais du coup depuis assez peu de temps, enfin c'est relatif, mais puisque je le faisais déjà un petit peu chez Pénélope, mais vraiment reconnu en tant que tel, on va dire, assez peu de temps. Moi, ce que j'ai envie, en tout cas, je crois que ça me correspond assez bien, en tout cas, ça me plaît assez. J'ai vraiment envie de continuer. Maintenant, j'aimerais continuer à progresser. Il y a plein d'aspects que je connais pas, que je maîtrise pas, et que je veux continuer à aborder, à mieux faire encore des vidéos, parce que j'en fais un petit peu, mais voilà. Donc j'ai déjà, je pense, beaucoup de chemin pour réussir à savoir faire tout ce que je voudrais faire. Et puis après l'avenir me dira. Je crois que ça dépend des opportunités, ça dépend des choses. Aujourd'hui, je suis bien comme ça. J'ai plutôt envie de continuer à progresser, d'être satisfaite de ce que je fais. Ça c'est pas très facile pour moi d'être satisfaite de ce que je fais, de continuer à avancer, de me dire ok, j'ai appris ça, de m'enrichir de tout ça. Et puis après on verra. Après j'ai pas de plan. Merci beaucoup Charlène, c'était vraiment très instructif. Avec plaisir, merci à vous. Et je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Pour compléter les propos de notre invitée, nous sommes partis à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation chez Equiresources. Alors ne bougez pas, nous donnons la place au mot du conseiller Equiresources. Pour être chargé de communication dans la filière équine, il est plutôt conseillé de suivre une formation classique dédiée à la communication et au marketing. Il existe des formations supérieures dans le secteur équin, comme des licences professionnelles ou le master sciences et management de la filière équine, mais elles ne sont pas spécialisées en communication. La connaissance du cheval et de sa filière seront un atout majeur pour exercer dans cette filière, afin de s'adresser de façon pertinente au public d'équitants. On demande souvent aux chargés de communication de maîtriser tous les sujets, élaboration du plan de com, animation des réseaux sociaux, du site internet, réalisation de visuels, de supports de com, gestion de l'événementiel, des relations presse et j'en passe, etc.
Il est impératif d'être à l'aise avec le digital et les réseaux sociaux, d'avoir d'excellentes capacités rédactionnelles et orales, d'être force de proposition, curieux et créatif. Maîtriser l'anglais sera souvent exigé. Les entreprises de produits et services autour du cheval se sont beaucoup développées ces dernières années, donc ce métier recrute de façon exponentielle. Sur Equiresources, nous avons notamment diffusé une 20aine d'offres par an en moyenne ces 3 dernières années. Attention, pour ces postes, les candidats sont également nombreux et les jeunes diplômés peuvent se sentir parfois un peu dépassés lors de leur première recherche d'emploi dans cet univers concurrentiel. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier chargé de communication sur le site Equiresources. N'hésitez pas à contacter les conseillers d'Equiresources pour vous accompagner dans votre orientation. Cet épisode vous a été présenté par Equiresources, service de l'IFCE. Nous tenons à remercier notre invité du jour ainsi que tous les partenaires d'Equiresources, la région Normandie, le pôle Hippolia, le pôle emploi, la FASEC, la PECITA et le Conseil des chevaux de Normandie. Le cheval, des métiers, une production Éclat Agency.